Bonjour à tous. Bonjour Madame Mélanger. Alors, d'entrée de jeu, je tiens à féliciter et remercier la population montréalaise qui nous a suivis au cours des derniers mois là, dans cette approche suppressive. Je pense que ça a été payant pour Montréal. On le voit, là, avant je disais qu'on retardait la troisième vague, là, on l'a réellement évité dans une des grandes métropoles canadiennes. Donc, et j'ose même pas imaginer ce que ce serait si on l'avait évidemment pas évité. Et surtout dans le contexte, je pense pas qu'actuellement on sera en train de parler de déconfinement et de réouverture de secteurs à ce moment-ci de l'année si cette troisième vague avait eu lieu à Montréal. Donc, évidemment, c'est l'adhésion de la population, l'approche suppressive, le fait que les couvertures vaccinales et la campagne cheminent très bien qui nous amène aujourd'hui à ces bonnes nouvelles. Évidemment, la prudence a été très payante pour Montréal et je pense qu'il faut garder comme message que la pandémie n'est pas terminée. On a encore un petit bout de chemin à faire ensemble et la prudence est encore de mise dans certains contextes. Donc, au cours de la dernière semaine, si on regarde là, la semaine passée, on a eu près de 1483 cas, donc une moyenne autour de 215-220 cas par jour. Donc, on est vraiment à la limite là, du rouge et du orange. Mais encore là, dans une zone rouge. Dans les derniers jours, on a eu une baisse drastique du nombre de cas, mais qui est associée aussi à une baisse très importante des dépistages. Donc, on va attendre quelques jours pour voir si vraiment cette baisse-là des taux d'incidence, des taux de positivité se poursuit. Mais somme toute, je pense qu'on est sur la bonne voie. Ce qu'on voit par contre, c'est alors qu'on avait un taux d'incidence très élevé chez les jeunes d'âge scolaire, là, on voit que ça commence à se déplacer chez les 18-44 ans. Les territoires les plus touchés sont Parc Extension, Bordeaux-Cartierville, Saint-Laurent, Pointe-Saint-Charles et Snowden. Le taux de positivité est somme toute assez stable autour de 3%. Comme je le disais, il y a une baisse importante, probablement liée à la longue fin de semaine, aux vacances. Mais j'aimerais ça rappeler le message qu'il est important et encore plus en période de déconfinement parce qu'on augmente nos contacts, on augmente nos expositions à des contacts sociaux, de ne pas perdre le réflexe d'aller vous faire dépister si vous avez des symptômes qui s'apparentent évidemment à la COVID. Si vous avez été en contact et que la santé publique vous demande d'aller faire un dépistage, c'est extrêmement important parce que évidemment, c'est le cœur de notre capacité à comprendre les chaînes de transmission et surtout à les bloquer rapidement. Donc, les 18-24 ans, je vous invite évidemment, là, si vous avez des symptômes apparents, en plus que c'est la saison des allergies, n'hésitez pas à aller vous faire tester et évidemment à aller vous faire vacciner. Du côté des éclosions, donc comme je le disais, on a quand même encore plus de 216 éclosions actives. Donc, le virus circule encore, mais somme toute, ce sont des petites éclosions bien contrôlées et on voit que la situation épidémiologique se reflète sur le type d'éclosion qu'on a. Donc, une baisse d'éclosions en milieu de travail, 84, 64 en milieu scolaire, 26 en service de garde et plus que 12 dans les milieux de soins. Par contre, on commence à avoir une petite hausse des éclosions dans la communauté. Donc, c'est tout à fait normal parce qu'évidemment, il y a plus de contacts là, dans les parcs. Par exemple, 9 de nos 16 éclosions dans la communauté sont associées à des contacts que les gens ont eus dans les parcs. Donc, même si on est à l'extérieur, évidemment, on peut avoir du plaisir avec les regroupements extérieurs. Maintenez votre distance et surtout évitez de vous partager nourriture, verre ou tout autre objet impliquant évidemment là, des contacts plus étroits. Je pense qu'il y a moyen d'avoir des pratiques sécuritaires à l'extérieur. Et évidemment, si vous êtes impliqué dans une éclosion, continuez de collaborer avec la santé publique. On ne joue pas à la police, on ne va pas juger des comportements ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment important pour nous, surtout en période de déconfinement, d'être capable de retracer les chaînes de transmission, de revenir aux sources pour identifier tous les contacts parce que c'est ça qui va faire en sorte qu'on va éviter des événements de super transmission. La population n'est pas totalement vaccinée. On a 50% de gens qui ont reçu une première dose. Donc,
quand vous recevez une première dose, vous n'êtes pas immunisé immédiatement, ça prend 3 semaines, et même à ça, la première dose n'a pas une efficacité, pas à son efficacité maximale, donc une proportion de la population qui va nécessiter, pour laquelle ils vont nécessiter une deuxième dose pour avoir une immunité complète. Donc, du côté de la vaccination, ça va bien. L'objectif demeure là, le 75% de couverture vaccinale chez les 12 ans et plus. On vise évidemment le 24 juin et Montréal, somme toute, va y arriver avec l'ensemble des autres régions. À l'heure où on se parle, c'est plus de la moitié des Montréalais de 12 ans et plus qui ont reçu au moins une dose. Lorsqu'on regarde les rendez-vous pris dans les 2 prochaines semaines, on va jusqu'à 69%. Donc, c'est clairement très encourageant. Et on a évidemment atteint nos objectifs chez les groupes plus vulnérables, plus âgés. Donc, le 75% est atteint chez les 55 ans et plus. Évidemment, donc j'invite, il nous reste encore quelques milliers de personnes à aller chercher là, chez les groupes plus jeunes, donc les 40-55 ans. Donc, si vous n'êtes pas encore vacciné, il est encore temps de prendre des rendez-vous pour qu'on puisse évidemment atteindre le 75% globalement, mais aussi dans tous les groupes d'âge. Donc, on raffine nos stratégies. Prochainement, il va y avoir, Mme Bélanger va parler de la stratégie en milieu scolaire pour les 12-17 ans. On termine les résidences de personnes âgées au BNL, HLM pour la deuxième dose. Et dès qu'on va avoir plus de vaccins pour la région de Montréal, évidemment, on va rajouter plus de 100 rendez-vous parce qu'on le voit très bien, les gens et la population plus jeune répondent très bien à cette forme de service. Donc, les 18-24 ans, on vous invite à aller vous faire vacciner. N'hésitez pas à aller vous faire dépister et on continue de suivre évidemment les consignes de santé publique, même à l'extérieur et même évidemment avec les contextes qui vont réouvrir pour nous éviter évidemment d'avoir une hausse de cas associée à ce déconfinement. Donc, je vous remercie encore de votre solidarité, de votre patience. Je sais qu'on aurait tous souhaité vouloir déconfiner très rapidement, passer en zone orange. Je pense qu'on a encore un peu de temps devant nous, mais on est dans la bonne direction et ça, c'est grâce à vos efforts et à nos efforts collectifs. Merci beaucoup. Docteur Drouin, alors bonjour à tous et toutes. Alors encore une fois, cet après-midi, je suis ici au nom du Centre de commandement COVID-19 de Montréal, le centre de commandement qui regroupe les 10 PDG de Montréal, le PDG d'Urgence Santé, le directeur général de la Ville de Montréal et le président-directeur général de la Sécurité civile. Le centre de commandement montréalais demeure en fonction, donc on continue là, de siéger à ce centre de commandement. Tant qu'on sera en rouge, c'est très important qu'on continue cette coordination. Le réseau de la santé et des services sociaux, bien, on le voit, là, il y a quand même un peu moins de pression qui s'exerce actuellement sur les hospitalisations. Aujourd'hui, nous avons 169 personnes hospitalisées dans les différents hôpitaux de Montréal, dont 55 en soins intensifs en lien avec un diagnostic de COVID-19. La courbe d'hospitalisation continue de s'abaisser graduellement, mais on observe un léger plateau. Je veux quand même en profiter pour montrer cette affiche-là, une image vaut 1000 mots, et on voit bien là qu'actuellement, depuis les derniers jours, c'est une baisse quand même faible, c'est un léger plateau, alors c'est loin d'être terminé. Comme je le mentionnais tantôt, là, ce qu'on voit en vert, ça représente les 169 personnes hospitalisées en lien avec la COVID, tandis que ce qu'on voit en gris, ça représente les personnes qui sont hospitalisées en soins intensifs, dont on parle de 55 personnes. Alors, c'est intéressant de voir qu'il y a eu des jours extrêmement difficiles dans le réseau, on le voit, puis on est vraiment là en deçà de ce qu'on a déjà connu. La situation dans les salles d'urgence est quand même toujours fragile. La situation en moyenne dans les salles d'urgence, là, on note un taux d'occupation qui est très variable, mais qui est en moyenne à 120 %. Ça veut dire donc un 20 % de débordement de nos civières. Alors là aussi, beaucoup de pression sur les salles d'urgence actuellement. Grâce à tous les efforts que Dr Drouin a mentionnés, je pense au cours de la vague 1, de la vague 2, de nos apprentissages, je pense qu'on est vraiment sur
une phase de rétablissement qui s'en vient au niveau de nos mesures d'urgence. On veut revenir à un retour progressif à la normale. Cependant, c'est certain que le réseau de la santé et des services sociaux a écopé depuis plus d'1 an. Puis on le voit, là, on a quand même un taux d'absentéisme qui est encore très élevé dans le réseau de la santé et des services sociaux, moins élevé naturellement qu'à la vague 1. Mais on peut dire aujourd'hui que 7 de nos effectifs, donc on parle des travailleurs de la santé et des services sociaux, sont absents pour assurance salaire ou pour accident de travail ou pour toute autre raison. 7 là, ça représente à peu près 10 000 personnes absentes dans le réseau de la santé et des services sociaux. Donc, c'est quand même considérable. Il faut vraiment continuer à faire les efforts pour protéger justement nos travailleurs et pour qu'ils puissent aussi revenir le plus rapidement possible. Alors, on sait qu'on a pris du retard, hein, exemple dans les blocs opératoires, dans les services diagnostiques, mais tous les hôpitaux actuellement ouvrent au maximum de leur capacité. Au niveau de la campagne de vaccination, alors, bon, vous savez, on a débuté la campagne pour les 12 ans et plus. Et donc, la campagne va très bien. Je pense qu'on est fiers de la vaccination qui se déroule à Montréal. Les Montréalais sont au rendez-vous. On approche la cible de 75 % dans plusieurs catégories, puis on la dépasse même dans plusieurs catégories. Alors ici, si on regarde ce tableau, on voit que, par exemple, au sommet complètement du graphique, pour les 85 ans et plus, c'est 88 % de ce groupe de population qu'on a rejoint. Alors, c'est très, très positif. Et quand on regarde, dans le fond, là, en haut je dirais, des 55-59 ans, on est vraiment là, on a dépassé notre objectif. Mon message, ou le défi que je lance, c'est davantage, oui, aux jeunes, mais je vous dirais aux 40 ans, 45 ans, 50 ans, sont plus lents à prendre leur rendez-vous, je vais dire ça comme ça. Alors, les jeunes, on vient d'ouvrir, là, c'est certain qu'il reste encore beaucoup de jeunes à rejoindre, mais on vient tout juste d'ouvrir aux 12-17 ans. Puis on a ouvert aussi la semaine dernière aux 18-25. Puis ils sont là, sont au rendez-vous, on le voit. Fait que moi, je vous invite là, à pas faire un concours entre les adultes puis les plus jeunes, mais presque, parce que je trouve qu'il y a comme une stagnation là, dans les 40 ans, 45 ans. Il y a quelque chose là qui se passe. Fait que on vous invite à prendre vos rendez-vous. Il y a de la vaccination qui sont offertes dans plusieurs centres à Montréal, des centres de vaccination populationnelle, des plus petites cliniques de proximité. Il y a près de 400 pharmacies aussi qui offrent la vaccination, alors n'hésitez pas. Alors à Montréal actuellement, c'est 1 258 000 personnes qui, de doses, je dirais, de vaccins qui ont été administrées. Donc, ça se déroule très bien. Pour les travailleurs de la santé, j'ai eu souvent cette question lors des conférences de presse. Alors aujourd'hui, dans le fond, je suis fière de vous annoncer que 80 % des travailleurs de la santé et des services sociaux ont reçu leur première dose et 35 % ont une vaccination complète, ça veut dire qu'ils ont reçu une deuxième dose. Donc, naturellement, là, on poursuit la vaccination de différentes façons. Vous savez qu'il y a aussi de la vaccination à l'auto qui a été expérimentée la semaine dernière avec le CIUS de l'Ouest, mais je vous rappelle qu'il y a le circuit Gilles Villeneuve en fin de semaine. Donc, c'est une vaccination qui est offerte pour le volet des vélos. Donc, en fin de semaine, à partir de 10h à 14h, c'est vraiment vaccination au Parc Jean-Drapeau sur le circuit Gilles Villeneuve. Et c'est la vaccination qu'on appelle arrêt au puits. Donc, ça vous permettra que vous soyez en vélo ou en voiture, bien, premièrement, de visiter les garages des Formule 1, puis aussi expérimenter la vaccination, parce que nos équipes, en fait, ont organisé leur processus de vaccination en conséquence. Alors, donc, ça se déroule bien. Mon message, c'est continuons à prendre les rendez-vous. Pour ce qui est des 12-17 ans dans les écoles, il y a plusieurs approches, bon, que ce soit dans les écoles publiques, dans les écoles spécialisées, dans les écoles privées. L'objectif est de vraiment atteindre les personnes de 12 ans à 17 ans. À 12 ans, il y a encore
des jeunes qui sont en 6e année. Alors, on va aller dans les écoles primaires, là où il y a des 12 ans. Pour les écoles secondaires, ça va être mixte. Dans certains cas, les écoles vont se déplacer vers des centres de vaccination de masse. Puis dans d'autres cas, c'est les équipes mobiles qui vont se déplacer directement dans les écoles. Donc, alors, c'est en train de s'organiser et on va garder à partir de cette semaine et pour les prochaines semaines 50% des doses pour s'assurer de rejoindre tous les jeunes de 12 à 17 ans avant la fin de leur année scolaire. Okay? Qui termine en juin. Là. Alors, donc, voilà. Alors, on s'organise. La meilleure façon d'avoir les rendez-vous pour les écoles, c'est de passer par le CIUS concerné pour avoir là, vraiment tout le détail. Je vous remercie. Good afternoon, everybody. Bonjour, Madame Bélanger. First, I want to say thank you to all Montrealers for their contribution in preventing this third wave and supporting us in our suppressive approach during the last few months. I think it paid, and we have avoided a third wave collectively. We wouldn't be talking about reopening different sectors of activity right now if we had been in a third wave in April or beginning of May, so I think we can rejoice ourselves. We were vigilant, and I think it paid, and still, while we are reopening certain activities, we still have to be vigilant in the way we reopen the different sectors. If we look at the epidemiological situation in the last week, we had 1,483 new cases. It leaves us in the red zone, but really we are flirting with the orange zone. We've seen in the last couple of days that we have really low numbers, but they are associated with a low level of screening in the population, probably linked with the weekend, the festivity of the weekend. So we'll see if the tendency is pursuing in the next couple of days. The change that we are seeing is in the incidence rate. We mainly had high incidence rate in school-age children, but right now we are seeing an increase in the 18-24 years old group. So we really, and in this group, we also have higher positivity rates. So we really encourage them, the youth, to get tested if they have symptoms, if they, of course, have been in contact with a case, to, of course, respect the measures, the public health measures. Even if you have one dose of vaccine, you are not fully immune. So it is important to maintain those measure in place, and of course, if you haven't had your vaccination, your appointment for your vaccination, I think it is time to get it soon. We are still managing more than 216 outbreaks. We are seeing a decreasing in the number of outbreaks in workplace, 84, schools 64 outbreaks, daycare center 26, and only 12 in healthcare settings. What we are seeing is a small increase in the number of outbreaks in the community, and this is what we are expecting in the next couple of weeks because we are reopening those sectors. And we have 9 of those 16 outbreaks where we have an association with parks. So even though we know that the risk is lower outside, do not share glasses or other food or material that can contribute to transmission of COVID. The vaccination campaign is progressing. Our goal is to attain the 75% coverage for the 12 years old and older.
At the time we're speaking, we have more than 50% of this group that have been vaccinated. And when we look at the appointments that have been taken for the next 2 weeks, we are reaching 69%. So we're getting close to our objective. So we have a different strategy. In the next couple of weeks, we will do the vaccination of the groups, the school age group 12 to 17 years old. We are continuing the second dose vaccination in HLM and elder residency, and we will add, as we get more vaccine, more sans rendezvous. I forgot how to say sans rendezvous. So we can, because we have seen that youth people are responding well to this form of access. So what I want to say to finish is that even though we are progressing in the right direction and we can be proud of what we have done for the third wave in Montreal, we still have to be vigilant. Get your appointment, get tested, don't forget the reflex of getting tested, and continue to collaborate with public health, because the more we open, the more we have contacts, the more we have to be aggressive in finding those chain of transmission and cutting them down easily. Thank you. Alors, peut-être avant de commencer mon allocution en anglais, il semblerait que j'ai mentionné tantôt là, que la vaccination sur le circuit Gilles Villeneuve, j'ai dit de 10 heures à 4 heures. Donc, pour pas créer de confusion, là, c'est de 10 heures à 16 heures. Donc, à compter du 29 et le 30 mai en vélo, et le 5-6 juin, ainsi que le 12 et 13 juin, ça sera la vaccination à l'auto, toujours de 10 heures à 16 heures. Alors, good afternoon, everyone. To begin, I want to talk about the situation of the city's health system. In Montreal, at this time, 169 people with COVID-19 are hospitalized and 55 are in intensive care unit. The situation also is under control in our emergency rooms. On average, the occupation rate is 120%. This very good news allows us to initiate the recovery phase of our emergency plan. That is a progressive return to normal. We are gradually reopening all our services to their pre-COVID capacity and even further. However, the issue of human resources remains more fragile. Around 6 to 7% of employees are still on extended leave from work. Of those, however, only 78 are linked to COVID-19. Now, a few words about the COVID-19 vaccination campaign. More than 1 in 2 Montrealers have had their first dose of vaccine. We are gradually nearing the target of 75%, but we still need to make efforts to target young people in particular. In all, 69% of Montrealers aged 12 and over have been or will soon be vaccinated. This represents more than 1,258,000 people. And more good news, we have reached the vaccination target for health workers. 80% of workers in health and social services facilities have received their first dose. With vaccination opening up to 12 to 17 years old, we are finalizing arrangements for mobile clinic and high schools, as well as primary school for students in grade 6. As for the second dose, we finished giving it to CHSLD residents in early May and are on track to complete vaccination in senior residents by May 31. Finally, we slowly return to normal and start opening up. I want to emphasize all the work done
by Health Network staff. It's totally thanks to your exceptional efforts that we can collectively enjoy a bit more freedom. Thank you. Merci, Dr. Drouin. Merci, Mme Bélanger. On va débuter la période de questions. On va commencer avec Marc Verreau de Radio-Canada. C'est une question et une relance par journaliste. Merci. Oui, bonjour. Il y a le taux de vaccination qui est plus faible, disons, dans certains secteurs de Montréal. Je pense à Saint-Michel, Parc Extension. Il y a des citoyens là-bas qui nous disent qu'ils n'ont peut-être pas assez accès à des sites de vaccination. Est-ce que vous pensez, dans ces secteurs-là, où il y a moins de taux de vaccination à Montréal, faire avoir des solutions particulières, faire des cliniques éphémères, quelque chose du genre? Ben, la responsabilité appartient évidemment, là, chaque CIUS a ses stratégies avec, entre autres, les milieux communautaires. Donc, il y a beaucoup de, selon nous, on donne les données et selon la lecture du portrait territorial, souvent, il y a soit du porte-à-porte, des cliniques éphémères. Par exemple, dans des quartiers comme Saint-Michel, il y a toutes des démarches qui se font avec les lieux cultes. Donc, on a commencé dans plusieurs endroits et ça va se continuer. Évidemment, il y a aussi toutes les approches milieux scolaires dans certains quartiers, certains établissements, en plus de ils ont ciblé des écoles dans des quartiers où il y a de moins grande couverture vaccinale pour aller vacciner et en fin de journée ouvrir aux parents, à la communauté, donc aussi amener à travers la vaccination scolaire. Ce qu'on a fait aussi, c'est beaucoup dans certains quartiers de la vaccination dans certaines entreprises à haut risque, mais aussi qui regroupent des travailleurs provenant de ces quartiers-là. Donc, c'est sûr que actuellement, c'est une combinaison avec la vaccination de masse parce qu'il faut vacciner beaucoup de gens et ces stratégies de démarchage qui prennent plus de temps. Et j'ai l'impression qu'on va, en juin, juillet, continuer à mener ces interventions-là pour aller chercher les derniers pourcentages et surtout s'assurer, parce que ça va être bien d'avoir un 75 %, peut-être même 80 %, je serais très heureuse pour l'ensemble de l'île de Montréal, mais encore mieux si on est capable de réduire au maximum les écarts liés aux inégalités sociales de santé. Il nous reste, je dirais, là, vraiment une dizaine de petits voisinages pour lesquels vraiment on se rend compte que les efforts vont être beaucoup plus importants à mener, là. Pour les plus jeunes, 18 ans jusqu'à 40 ans peut-être, il semble que, bon, à peu près 60 % ont déjà pris des rendez-vous, ont eu une dose, il en reste 40 %. Est-ce que c'est inquiétant qu'il en reste 40 % ou c'est normal? Je pense qu'il faut continuer les efforts. Hein. Dans le fond, le message pour les adultes de cette catégorie, c'est il y a de la place pour prendre la vaccination. Il faut continuer le volet de la communication. Je redis qu'en fin de semaine, c'est une belle occasion. Ceux qui veulent faire du vélo, aller au parc Jean-Drapeau, on va vacciner. Les grands centres comme le Stade olympique, Palais des Congrès, on est là aussi pour vacciner. Alors, il ne faut pas hésiter. On est en 100 rendez-vous en plus. Alors, donc, vraiment, là, on a, je pense, comme réseau, offert une panoplie de possibilités. Mais je pense que c'est vraiment important, là. Et les jeunes, en tout cas, à mon avis, ceux que j'ai vus dans mon CIUS, répondent et veulent être vaccinés. Il y a comme un certain engouement. Alors, je pense qu'on a des jeunes qui veulent retrouver leur liberté. Fait que moi, c'est le message que j'ai à mentionner. Il faut y aller au maximum. On vise vraiment à atteindre le 75 % avant le 15 juin. Puis même, je vous dirais, les objectifs augmentent, là. Plus on va pouvoir même on va pouvoir peut-être éventuellement devancer aussi nos deuxièmes doses. Mais pour ça, il faut recevoir la première dose. Alors, oui, puis je pense que les jeunes, la stratégie sans rendez-vous démontre vraiment que les gens aiment l'instantanéité. Donc actuellement, c'est sûr que la campagne, il y a du sans rendez-vous, mais c'est pas la majorité des doses qui sont dédiées au sans rendez-vous. Probablement que plus on va avancer, plus on va avoir de doses qui vont être allouées à la région. On va être capable là, d'aller chercher des gens dans l'instantanéité comme on le sait que ça fonctionne avec ces groupes d'âge-là. Donc, voilà. Bonjour, Kevin Dupont de Cogeco Nouvelles. Première question pour le Dr Drouin. On sait que la région de Montréal vient de passer à moins de 100 cas de COVID, 20 environ pour Laval. Qu'est-ce qui fait justement les détails? Qu'est-ce qui fait que Montréal et Laval ne passent pas en zone orange comme les autres régions autour?
Mais un peu comme je l'expliquais tout à l'heure, je pense que les chiffres des derniers jours, on a le niveau de dépistage a chuté drastiquement de moitié par rapport à ce qu'on a habituellement. Donc, quand on regarde nos taux de positivité, la semaine passée, notre taux de positivité était à 3 %. Quand je regarde les taux de positivité des derniers jours, il est à 2,7, 2,8 %. Donc, si j'avais le même nombre de personnes qui étaient allées se faire dépister, j'aurais probablement plus autour de 180, 190 cas. Donc, on va voir dans les prochains jours. Fait que, ces chiffres-là sont un petit peu biaisés par... donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut voir dans les prochains jours si cette tendance à la baisse-là se poursuit ou s'accentue, même si les gens vont plus se faire dépister. Et on reste quand même on est resté quand même... On vient juste de basculer, ou si tel est le cas, dans l'orange. Donc, ça nous prend quand même une certaine stabilité dans l'orange, parce qu'on le sait, du jour au lendemain, si on réouvre des milieux intérieurs plus à risque, on va augmenter évidemment notre taux de reproduction du virus, potentiellement. Donc, on ne veut pas faire ce yo-yo-là. Donc, il faut être sûr de vraiment être capable d'abaisser de manière significative et constante. Et c'est ce que les régions qui passent du rouge au orange, ça fait plusieurs semaines qu'ils sont dans l'orange. Donc, ils ont cette stabilité-là. Montréal, on va y arriver, je suis confiante, mais je pense que ça serait trop tôt, surtout avec le long week-end, pour dire, crier victoire et dire, on est même des fois, on a eu des journées où on était quasiment dans le jaune, là. Ma deuxième question, vous en avez parlé, 9 des 16 éclosions dans la région sont directement liées à des rassemblements dans des parcs. Avec le beau temps qui arrive, le déconfinement graduel, est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète justement que ces éclosions-là soient à l'extérieur directement? Bien, clairement, le risque est moindre à l'extérieur. Puis quand on creuse, puis ce sont pas des grosses éclosions. C'est pas des événements de super transmission, ce sont des petites éclosions, mais c'était simplement pour illustrer que même à l'extérieur, il y a des comportements à risque et il y a eu des fois un relâchement des mesures parce qu'évidemment, les gens sont heureux de se revoir, donc partage la nourriture, partage des verres, etc. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire ces activités-là tout en gardant certaines mesures de santé publique et surtout se rappeler qu'une seule dose de vaccin, ça ne protège pas entièrement. Et ça, c'est important. Quand vous faites vacciner, c'est pas la magie, là. Dans 24 heures, vous n'êtes pas immunisé et elle est efficace à 60-70% pour la première dose. Donc, ça va être vraiment, d'être capable d'être confiant entièrement à l'intérieur comme à l'extérieur. Ça va être quand que la population va avoir ces 2 doses. Bonjour, Simon Van Vliet, journaldesvoisins.com. Vous avez mentionné, Dr Drouin, Bordeaux-Cartierville, encore dans les secteurs les plus touchés. Je ferai du pouce sur la question de Marc Vérot tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un lien entre les endroits où le virus circule encore beaucoup et les voisinages que vous mentionnez qui sont peut-être plus durs à convaincre d'adhérer à la vaccination? Là, vous avez mentionné une dizaine de voisinages plus récalcitrants. Est-ce que Bordeaux-Cartierville est parmi ceux-là? C'est pas tant des quartiers pour lesquels on a nécessairement plus de difficultés à aller chercher des hauts taux de couverture de vaccination. C'est des quartiers où le variant était plus présent, où le contexte de contrôle de la transmission était un petit peu plus difficile. Mais somme toute, quand je pense à Bordeaux-Cartierville et Saint-Laurent, ils sont dans notre top 5, mais ce sont 2 quartiers qui ont quand même vu une baisse importante depuis 2 semaines. Donc, ils sont dans la bonne direction, même si ça demeure nos quartiers. Moi, quand je nomme ces quartiers-là, c'est de dire n'hésitez pas à aller vous faire dépister et évidemment aller vous faire vacciner parce qu'évidemment le risque est plus important, mais si vous sentez que vous avez des symptômes, n'hésitez pas à vous faire dépister parce qu'évidemment le virus il y a encore une certaine transmission communautaire dans ces quartiers qui est plus soutenue. Puis vous avez mentionné aussi les éclosions. Je regardais encore aujourd'hui, il y a des cas actifs à la prison de Bordeaux. Cette éclosion-là est relativement contenue, mais toujours pas endiguée. Qu'est-ce qui explique que ce soit si difficile à vraiment endiguer les éclosions là, en milieu carcéral à Bordeaux en particulier? Les dernières informations que j'avais plus sur ce volet-là, c'est souvent des cas de travailleurs là, mais la dernière éclosion, ça a été quand même très limité et on a fait un dépistage extensif, on n'a presque rien trouvé et il n'y a pas eu de fermeture majeure là, de soit d'unité. Donc actuellement, ça demeure beaucoup la transmission communautaire qui est amenée
via un travailleur. Et à chaque fois, on n'est pas capable de fermer tant qu'on n'est pas capable de ne pas avoir de cas pendant 14 jours consécutifs de nouveaux cas. On ne ferme pas l'éclosion en tant que telle, donc c'est pour ça que ça dure dans le temps. Mais moi, c'est pas une situation qui me préoccupe actuellement, là. Parfait, merci beaucoup. On va passer aux questions au téléphone. Maintenant, on débuterait avec Suzanne Colpron de la presse. Madame Colpron, la parole est à vous. Oui, bonjour. Bonjour. En fait, bonjour. Je voudrais savoir si je vous écoutais parler, puis vous invitez beaucoup les gens à prendre rendez-vous. Alors, ma question, c'est est-ce que vous pourriez vacciner plus si la demande actuellement à Montréal était plus forte? Je vais? Oui, possible, oui. Actuellement, c'est sûr que la majorité des rendez-vous pour les 2 prochaines semaines sont comblés, là. Donc, c'est quand même une très bonne nouvelle. Donc, ça veut dire que la population répond bien. Il reste quand même des plages de rendez-vous en pharmacie, quelques centaines à gauche, à droite. Donc, il y a encore de la place. Et il y a des plages de rendez-vous qui sont ouvertes pour plus tard que 2 semaines. Et c'est pour ça que je mets toujours le message dès qu'on est capable d'avoir plus de vaccins pour Montréal, évidemment, on va être capable d'ouvrir plus de plages en ce sens-là. Je ne sais pas, Mme Bélanger, si vous voulez ajouter. Tout à fait. C'est clair on y va avec le nombre de vaccins qu'on reçoit, que si on en recevait plus, on ouvrirait plus de rendez-vous, mais on voit quand même qu'il y a une certaine stagnation. Il y a encore des rendez-vous disponibles sur Clic Santé. Puis l'autre message, n'oubliez pas que le 100 rendez-vous est quand même très efficace. Par exemple, au Palais des Congrès, là, on peut vacciner jusqu'à 300 à 500 personnes à peu près par jour sans rendez-vous. Alors, ça roule bien. C'est ce qu'on a vécu dans les 2 dernières semaines. Fait que c'est quand même à considérer. Et ces vaccins-là, ils sont disponibles. À chaque jour, on se garde un certain nombre de vaccins. Peut-être aussi vous mentionner qu'on est très alerte. À chaque jour, on vérifie avec le ministère pour récupérer des doses pour Montréal aussi. Alors, donc ça, c'est pour ça que c'est vraiment important d'aller sur Clic Santé et de suivre ça de façon régulière. Et on s'attend à avoir plus de vaccins d'ici 2 semaines. Alors, c'est sûr que là, on va ouvrir, puis ça nous permettra là, d'aller plus loin. Mais on a encore de la marge de manœuvre pour offrir des rendez-vous, fait qu'il ne faut pas hésiter à aller prendre ces rendez-vous. Si je peux me permettre une autre petite question, est-ce que vous avez une explication sur pourquoi les gens 40, 45, 50, dont vous avez parlé, prennent moins rendez-vous? Bien, on n'a pas d'explication. C'est une observation là, que j'ai faite, puis qu'il y en a d'autres qui font aussi. Je vais vous donner, on dirait que ça a pris, comme vous savez, c'est depuis le 3 mai qu'on est ouvert aux 45 ans et plus. Puis c'est comme s'il y a eu un départ plus lent pour prendre les rendez-vous. Alors que quand on a ouvert, par exemple, aux 25 ans et plus, il y a eu, dès le lendemain, une cohue, là. Les gens voulaient se faire vacciner rapidement. Même phénomène avec les 18 ans la semaine passée, où il y a beaucoup de personnes de 18 ans et plus qui se sont présentées, voulaient être vaccinées rapidement. C'est comme si au niveau des adultes, donc de la strate là, des 40 ans, 45 ans, ils prennent plus leur temps. L'autre chose aussi que je veux quand même mentionner, je ne l'ai pas dit durant la conférence de presse, mais il y a aussi beaucoup de consortiums d'entreprises qui offrent la vaccination à leurs employés et aussi aux membres de leur famille. On pense entre autres au groupe Bell, on pense aussi au consortium là, Banque nationale, groupe Jean Coutu, qui sont avec le Centre Bell. Donc, il y a de la vaccination qui se fait là aussi. Et puis, il y en a d'autres aussi, là, avec d'autres consortiums. Donc, ça aussi, ça va aider. Peut-être que les gens dans la quarantaine, cinquantaine disent, bon, on va attendre, on va aller se faire vacciner, puis on va prendre notre rendez-vous au sein de notre entreprise. C'est peut-être ça l'explication, mais peu importe, il ne faut pas tarder. Là, pendant qu'on est dans cette vaccination de masse, là, c'est maintenant que ça se passe. Puis, alors, je dirais qu'il y a comme une certaine urgence de vacciner le plus rapidement possible tout le monde.
Et j'ajouterais, puis c'est pas un des éléments encore plus pour convaincre. Actuellement, quand on regarde les taux d'hospitalisation et le risque d'être hospitalisé avec un variant, puis maintenant 85% de nos cas, ce sont des variants britanniques, on voit que chez les 40-54 ans, c'est 70% plus de risque d'être hospitalisé que l'ancienne souche, donc que lorsqu'on attrapait. Donc, chez ce groupe-là, on a clairement là des risques plus importants d'hospitalisation. Donc, on a beaucoup de bénéfices à se faire vacciner, mais évidemment, on veut que toute la population se fasse vacciner. Merci. On va passer à Pascal Gaxet du journal Métro. Monsieur Gaxet, la parole est à vous. Oui, bonjour. C'est une question pour Madame Bélanger. Alors, vous avez mentionné qu'il y avait 7% du personnel environ qui était manquant. Et est-ce que, justement, à ce titre, comment ça impacte le réseau de la santé? Et surtout, est-ce que vous avez une marge de manœuvre à cet égard? En fait, si je comprends bien votre question, c'est comment ça se passe dans le réseau avec cet absentéisme actuel. Bien, c'est clair que c'est très, je dirais que c'est très, très serré, l'organisation des services. Il y a des quarts de travail où on demande aux gens de faire du temps supplémentaire. On a fait affaire avec des agences privées. Alors, c'est clair qu'actuellement, là, même si la COVID et on a moins de patients hospitalisés, il reste qu'il y a quand même une situation de manque de ressources dans le réseau. Et on va on a une marge de manœuvre, oui. En fait, on a toute la latitude pour engager les gens, là. Chaque établissement a ses propres stratégies pour recruter du personnel. Et il n'y a aucun obstacle là. Le problème, c'est que la main-d'œuvre n'est pas disponible, n'est pas présente. Alors, pour vous donner un exemple, cet été, la plupart des établissements, on a augmenté le nombre d'embauches d'étudiants en soins infirmiers, d'étudiants en inhalothérapie, d'étudiants dans différentes disciplines, pour pouvoir venir prêter main forte. Naturellement, ils ne peuvent pas faire tous les actes qui sont prévus dans un champ de pratique professionnelle, mais ils vont pouvoir contribuer, puis on espère pouvoir les garder par la suite quand ils vont terminer leur dernière année à l'école. On espère qu'ils vont pouvoir revenir. Alors, c'est le genre de choses qu'on fait. On a engagé énormément de préposés aux bénéficiaires. Ça vient prêter main forte. C'est sûr que ça ne remplace pas une infirmière au bloc opératoire, mais je vous dirais que dans tous nos secteurs, il va falloir innover puis regarder pour travailler en équipe interdisciplinaire puis intégrer éventuellement d'autres catégories d'employés. Alors, c'est là-dedans qu'on est, mais pour répondre à votre question, c'est difficile sur le réseau, en particulier de soir, de nuit et les week-ends. Ça reste très difficile. Eh bien, justement, je vais aller un petit peu plus loin dans ma question, et cette fois-ci, ça concerne les sites de vaccination, avec les plages horaires qui s'ouvrent en fin de semaine et aussi les soirées, donc pour tous les jeunes, pour faciliter la vaccination. Ben vous, ça va vous compliquer la tâche, j'ai l'impression. Est-ce que de la même façon, vous allez pouvoir répondre à tout cet achalandage, on va dire? Bien, c'est clair que le fait d'offrir la vaccination, puis on va être dans ces interventions-là durant toute la période estivale, c'est certain que ça vient créer une pression supplémentaire. Cependant, dans les centres de vaccination, il y a beaucoup de retraités qui sont revenus dans les différents centres de vaccination et ces retraités ne retourneraient pas nécessairement à l'hôpital, par exemple. Ils sont prêts à revenir pour la vaccination. Donc, ce n'est pas de la main-d'œuvre dont on se prive. Il y a beaucoup de personnes aussi qui ont maintenant la possibilité de vacciner et qui ne pourraient pas de toute façon venir travailler, exemple, dans les unités de soins de soir et de nuit. Prenons l'exemple des orthophonistes, des nutritionnistes. Alors, actuellement, ils viennent donner un bon coup de main à la vaccination, mais ils ne pourraient pas, par exemple, aller travailler de soir ou de nuit dans une salle d'urgence. Fait qu'on a fait bien attention dans nos centres de vaccination de mettre là du personnel pour lesquels ils ne viendront pas créer, en fait, ne viendront pas impacter les services hospitaliers. Alors, c'est déjà fait en grande majorité, je vous dirais. Merci.
Merci. Il nous reste une question en français au téléphone. C'est de Catherine Gauthier de Radio-Canada. Catherine Gauthier nous demande, Dr. Drouin, la semaine dernière, à la radio de Radio-Canada, vous émettiez déjà des réserves à revenir en zone orange le 31 mai à Montréal. Pourtant, le ministre Dubé, questionné le même jour, se disait confiant. Or, on voit que c'est maintenant repoussé. Est-ce que vous avez convaincu le gouvernement, vous-même, d'agir avec prudence? Et si oui, pourquoi? Mais je pense que même si le gouvernement avait mis des dates, des perspectives de date pour que la population puisse avoir une idée du plan de déconfinement, on a toujours dit que les décisions se prendraient sur la situation épidémiologique. J'ai pas eu beaucoup à convaincre. Je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes, là. Donc, clairement, on le voit, Montréal et Laval, c'est un petit peu trop tôt pour déconfiner en toute sécurité. Puis, personne ne veut faire le yo-yo. Tous les secteurs ont le goût de réouvrir, mais de ne pas avoir à revivre, par exemple, des fermetures. Donc, je pense je pense que ça s'est fait. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Parfait. On va passer aux questions en anglais avec Jessie Fate de Gazette. Et par la suite, ce sera au téléphone. Jessie. Bonjour. Dr. Drouin, I just wanted to go back to what you mentioned about the lower levels of testing in the city and how it's affecting our numbers. Moving forward, if more people don't go get tested, how do we truly get a grasp of where our numbers are at? Of course, we expect that the incidence rate with the vaccination campaign that is going on will continue to reduce. At the time we look at our positivity rates, and we know also the neighborhoods that have higher incidence. So we are looking at how the number we have data on each neighborhood on the number of people that have been screened each week, if it's reducing or not, and the positivity rate. So we're following those two indicators to see if it's a real drop in the positivity rates or it's just an artifact linked to an increase or a decrease in the number of people that are getting screened. But the message I want to say to the population is it is important to continue to get screened, even if we are reopening sectors. It is even more important to continue if you have light symptoms that are linked to COVID-19, because with one dose of vaccine, sometimes not all the population is well immune, and we had some outbreaks where it was people with light symptoms of COVID or flu-like symptoms, and they thought it was allergy, or they just didn't feel well, but they said, well, I got my shot, so I'm immune, but it was COVID. So we are asking the population to not hesitate to get their screening tests, and it is going to be available during the summer as it is right now. Thank you. And you mentioned earlier that we're flirting with the orange zone right now, but you'd rather see it be stable for a little bit longer before making the switch. Are you confident in that June 7th date that's been put out there for turning to orange? The June 7th? Of course, if really what we are seeing and what we've seen in the last couple of days, if it continues for 14 days and it continues to decrease at the speed that we're seeing, I think I would be confident. But at the same time, I think there is something like an artifact linked to the number of screening tests that we had. So I think we will reevaluate this situation Sunday or Monday to see if it is a real tendency. And if it's not the 7, it's going to be soon. I think so. Thank you. Merci. On va passer à une question de Gloria Enriquez de Global. Dr. Drouin, my question is about outbreaks in parks. What are the ages of people who are part of those outbreaks, and how big are these outbreaks? How concerned is public health when you see the amount of people in Montreal parks and their behavior? I do not have the age of I would have to ask my teams, but what I have for information, it is there are small outbreaks of less than 10 cases. So I could have the information given to you afterwards. Okay, and then are you concerned about the amount of people in Montreal parks right now?
But I think what we are seeing, it's an effect of spring, an effect of the other places that are not still open. So people have to, it's quite the only places we can gather right now. So with the reopening of the terrace this weekend and the backyard of homes, I think we're going to see maybe less people in park. At the same time, for many Montrealers, park are their only backyard. So I think the message I want to say is that even though we're outside and that the risk is lower, we have to maintain the distanciation, and of course do not share glasses, cigarettes, or whatever food with friends or people that are not in your family. Thank you. On the phone right now, Lauren McCallum, CBC. Lauren, you can ask your question. Thank you very much. Hello, Dr. Drouin. A little question. You mentioned certain neighborhoods in Montreal that are still not hitting the vaccination target, and there's still a bit of issue with the number of cases. Can you tell me what will you be doing to get people in those neighborhoods vaccinated? As there's a lot of strategy. We have brigades in those neighborhoods that do door-to-door outreach. We have some specific clinics that are done in parks, or we have some in worship places. And of course we work with pharmacy, because pharmacy are still really proximity places where that can reach vulnerable population. And right now we're also doing some outreach in schools with the strategy to reach the 12-17s in some of the neighborhoods with really low coverage. We will invite a little bit larger the community to get their shot. So there's different strategies that are going on, and that will continue in June and July till we get high coverage in those sectors also. Okay. My second question has to do with schools and vaccinating 12 to 17-year-olds. There's kind of a hybrid approach. Can you tell us about that, please? We have of course, every 12 to 17 years old will have access to a vaccine. The arrangements are done. Each CS are making arrangements with school and centre de santé scolaire. So for certain schools, like I said, in specific sectors where we know that we want higher level of coverage, and with the capacity that we will have mobile clinics that are going to go in those schools. And for other schools, it's going to be the reverse situation, where we will have a transport and specific days that are going to be reserved for those schools to make sure that we vaccinate all the children in one class after another. So it's an hybrid situation, and of course parents can also take appointments for their youth right now if they want in mass clinics. So we at the time we're speaking, I think we have more than 20% of youth in this group age that have already gotten their vaccination or that have an appointment. So it's going to be really different strategy to reach them. Il nous reste deux journalistes en anglais. On débute avec Carolyn Van Vardigan de CTV. On va terminer au téléphone avec Jacob Cerebrin de la Canadian Press. Dr. Drouin, question de Carolyn Van Vardigan. Considering the outbreaks happening outdoors and your reminder to people not to share food and a drink, are you at all concerned about the opening of terraces and outdoor gatherings of 8 people again this Friday? But I think for terrace, no, I'm not that preoccupied, because I think restaurants are going to have specific
they have recommendation, and it's going to be well encadré, it's well contained. And for the in backyards, I think it's the same thing as we see in parks. What we have to be careful is making sure that people do not come in the houses, and that we do not continue the party or the supper inside, where there is a lot of higher risk. So I think the same measures do apply in your backyard or in a park. Parfait. Et on termine avec Jacob Serban de la Presse canadienne. Jacob, you can ask your questions. Hello. At the beginning of the press conference, Dr. Drouin, you said, and I think this is the first time you said, that we have avoided a third wave here in Montreal. What would you credit to that success? What happened that allowed us to get out of this without seeing things get worse when they got worse in so many other places? I think it is difficult to identify only one factor linked to the success that we had in preventing the third wave. It was like in public health, it is a multi-strategic approach. First, we started really soon at the beginning of February with some laboratories in Montreal to identify those variants. We changed completely our approach with, as I was saying, with a suppressive approach, where we identified more contacts. We closed school groups and workplaces really rapidly to make sure that the progress of the variants was really slow. After we asked the government to increase the number of vaccines in Montreal at the beginning of March, asking them so we could accelerate the vaccination of the vulnerable population, and we did so, and it worked really well. We were first at this time in the vaccination campaign. We did also a specific pilot project in 2 neighborhoods where we had high incidence of variant, and so we vaccinated all the parents of the school age, and this did reduce the incidence rate in those neighborhoods. So we think it has had an effect on preventing the spreads of the variants. And of course, because the populational measures did not change, what we had as measures in January were still there with some small changes. The population was with us and did maintain high adherence to the public health measures. So all those factors did contribute, and I think right now we understand, we have more knowledge on the virus. We do understand how it is transmitted. We have an approach to variant that did work. So if we've put all the conditions in place to make sure that we were in a suppressive approach. So that's. My other question. We've been talking a lot about the vaccination campaign. When I look at the numbers from the INSTQ, it seems that Montreal, at least as of May 24th, has the second lowest vaccination rate amongst the regions of Quebec. What do you think is sort of leading us to be less vaccinated in Montreal than almost everywhere else in the province? I think there is different reason. As we were first in March and the beginning of April, we had to wait to reopen to other groups of age because the province to be at the same speed as the rest of the province, and because there was fire in other regions, we did send some of our
thousands, tens of thousands of our vaccine in other regions, and I think it was a good decision that the government made. And at the same time, we vaccinated more than, I don't know today the number, but it is approaching 200,000 people that live outside of Montreal and that got their vaccine or their shot here in Montreal. So I think those two factors made us reduce the speed of our campaign, and of course we're waiting with the new dose of Moderna or other vaccine to be given to Montrealers to make sure that we can speed up and make sure to attain our goal at the end of June. But I think we will do so.